Europe 1 matin. Le club de la presse Europe 1, faut-il autoriser l'euthanasie et le suicide assisté en France? Europe 1 s'empare aujourd'hui de la douloureuse question de la fin de vie. C'est le vendredi thématique de la rédaction. Depuis 3 mois, une convention composée de 184 citoyens tirés au sort réfléchit aux évolutions possibles du cadre actuel. Alors ça pose beaucoup de questions. D'abord, est-ce qu'il faut introduire des changements dans la loi? La convention nous dira ce qu'elle en pense le 2 avril. Est-ce que cette convention est légitime à avancer sur ce genre de questions-là? C'est une autre question sur un versant plus politique. Je vous propose ce matin, pour éclairer votre propre réflexion sur la fin de vie, un dialogue entre deux médecins. Leur voix compte. Alors elle n'est pas la seule bien sûr, mais ces deux-là, vous allez l'entendre, ont l'expérience de la mort. Je vous les présente. Nous sommes en ligne d'abord avec le docteur Yves Delocte. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes médecin généraliste, Yves Delocte, vous êtes belge. En Belgique, l'euthanasie est légale depuis 2002. Vous la pratiquez depuis 15 ans. Vous y avez consacré 2 livres. Et d'ailleurs, des Français viennent vous voir. On va en parler. Le docteur Michel Lévy-Soussan est avec nous également. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'unité de soins palliatifs de la Pitié-Salpêtrière à Paris, co-animatrice de la cellule de support éthique Pitié-Salpêtrière Sorbonne Université. Depuis plus de 20 ans, vous accompagnez des patients en fin de vie. Et depuis 3 mois, vous avez assisté aux travaux de la Convention citoyenne en tant que chercheur observateur. Peut-être pour lancer le débat, docteur Michel Lévy-Soussan, je vais poser la première question à Yves Delocte, même s'il est le plus éloigné. Alors je disais tout à l'heure, docteur Delocte, vous pratiquez l'euthanasie depuis 15 ans. Vous appelez ça le dernier soin. Et il y a des Français qui viennent vous voir. Et on peut dire aussi que vous vous mêlez du débat public en France, puisque vous êtes actuellement en tournée dans le pays pour faire avancer cette cause de l'euthanasie. Pourquoi ce serait une bonne chose, pensez-vous ? Je suis un peu moins en tournée parce qu'il y a beaucoup de grèves, donc je suis à Bruxelles pour le moment. Alors, votre question, donc, elle était ? Pourquoi pensez-vous que la France devrait faire comme la Belgique, dépénaliser l'euthanasie? Je précise que des ministres français, Olivier Véran par exemple, s'est rendu en Belgique pour voir justement de près ce fameux modèle belge. Je vais raccourcir. Donc, je pense que la loi actuelle n'est plus adaptée à ce qui se passe. Il y a en tout cas certaines maladies, des maladies neurodégénératives pour lesquelles nous sommes totalement impuissants, et les soins palliatifs et nous médecins, parce que ce sont des maladies au long cours qui malheureusement dans l'état actuel de la médecine n'ont pas de traitement pour guérir ou ralentir la progression. Donc la loi de messieurs Claes-Leonetti n'est plus adaptée à ce genre de maladie qui évolue sur plusieurs années et qui mettent les patients dans un état épouvantable. Je suis donc incapable, quand ces patients viennent me voir ici à Bruxelles, de leur dire revenez dans 1 an, vous ne souffrez pas encore assez. Donc il y a toute une série de maladies où nous, comme les soins palliatifs, que nous utilisons tout le temps, et il n'y a aucune opposition chez nous, évidemment, entre les soins palliatifs et la dépénalisation de l'euthanasie. D'ailleurs, la loi sur les soins palliatifs a été promulguée en même temps que la loi qui dépénalise l'euthanasie. Voilà, je fais court, vous me dites... mais c'est très bien, mais c'est très bien. Mais docteur Lévy-Soussan, en fait, ce que nous dit Yves Delocte, c'est dans notre législation, il manquerait une brique pour des cas très particuliers. Il donne l'exemple des maladies neurodégénératives qui ne seraient pas suffisamment bien couvertes par l'actuelle loi Claes-Leonetti qui régule, si je puis dire, la fin de vie en France. Est-ce qu'on peut peut-être d'abord rappeler ce que dit cette loi Claes-Leonetti pour les auditeurs qui nous écoutent ? Oui, peut-être dire que depuis maintenant une vingtaine d'années et plus, plusieurs lois ont été promulguées dans le mouvement de démocratie en santé pour reconnaître des droits aux malades. Et pour autant, je tiens à préciser, la première, on a fêté ses 20 ans il y a peu de temps. On l'appelait la loi Kouchner ou la loi droit des malades et qualité du système de soins, qui reconnaissait déjà un droit d'information, de participation aux décisions. Ça paraît un comble quand même d'entendre ça. Ça fait que 20 ans qu'un malade a le droit à son mot à dire dans sa maladie. Alors, oui et non, parce que, et ça va être l'essentiel de mon propos, on ne soigne pas avec des lois. Même si on est effectivement passé par la promulgation de lois pour consacrer des droits aux malades, pour autant, l'essentiel de notre travail, c'est dans le soin. On n'attend pas la loi et la loi ne prescrit pas la relation de soins. Et une fois que la loi est promulguée,
tout reste à faire dans le travail de la relation de soins. Vous dites la loi ne prescrit pas la relation de soins. Vous en êtes certaine? Parce que quand le docteur Yves Delocq nous dit il y a des gens qui sont atteints de maladies neurodégénératives, maladies de Charcot, des états d'Alzheimer parfois très avancés, ils viennent en France, ils viennent le voir en Belgique parce que dans la loi française ne permet pas aux médecins aujourd'hui d'aider, de donner ce dernier soin que certains réclament, alors qu'il n'est pas, comment dire, ça se discute, ça se débat, ça n'est pas du tout évident. Comment vous regardez cette question-là, docteur Lévy-Soussan? Effectivement, on s'est construit différemment. On s'est construit à peu près à la même époque, il y a une trentaine d'années, le mouvement des soins palliatifs en France et en Belgique. Et d'emblée en Belgique, il y a 20 ans, nos voisins ont intégré l'aide médicale à mourir dans le soin palliatif, alors que nous nous sommes construits dans l'opposition à la fois à l'acharnement thérapeutique, qu'on nomme aujourd'hui obstination déraisonnable, et à l'euthanasie. Donc on s'est construit différemment, et pour autant aujourd'hui, quand nos collègues qui sont parfois diabolisés par ceux qui s'opposent à une libération du droit accueillent des patients, ils ne vont pas d'emblée parce que la loi les y autorise. Vous parlez de diabolisation. Oui, enfin, c'est un commentaire que je fais sur ce que je peux lire et entendre. En tant que médecin, vous ressentez une pression de la part de militants du droit à mourir dans la dignité. C'est le nom d'une célèbre association, comme on dit. Bien sûr, non, c'est pas, ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on lit aujourd'hui dans la presse, on entend dans les médias une grande inquiétude, surtout de certaines sociétés professionnelles, et ils s'inquiètent de ce qui se passe chez nos voisins. Et le ton peut être parfois un peu à la diabolisation de ces pratiques soignantes, alors qu'on n'est pas si différents. Et que c'est pas parce que la loi les y autorise que dès qu'ils accueillent un patient qui est en situation de détresse et qui demande une aide à mourir, que celle-ci va être rendue possible. Docteur Delocq, je me retourne à nouveau vers vous. Vous avez tenu un propos très mesuré, j'ai trouvé, parce que, comme vient de le dire docteur Lévy-Soussan, en Belgique, vous avez également les soins palliatifs, l'euthanasie n'étant qu'un complément pour des cas bien particuliers. Or, quand on voit la tournure que prend le débat public en France, c'est vrai, il y a des militants assez radicaux de la cause de l'euthanasie, voire du suicide assisté. Est-ce que vous êtes surpris par la tonalité radicale de certains militants sur ces sujets-là ? Je commence à m'y habituer et j'ai beaucoup aimé le mot de ma consoeur diabolisé. Je pense que nous, les médecins belges, nous sommes très souvent diabolisés par les opposants français à une éventuelle modification. La diabolisation se fait dans les deux sens alors. Ça se fait dans les deux sens. Nous n'avons pas le temps maintenant de dire tout ce qu'on me reproche. Mais voilà, je voudrais en tout cas répéter que la loi est une loi que nous ne sommes pas du tout obligés, que le patient n'est pas du tout obligé de suivre. Donc, il y a la liberté du choix. En Belgique, c'est le patient qui a la liberté de choisir sa fin de vie, soit par une euthanasie, soit il entre en soins palliatifs et va jusqu'au bout. Donc, il n'y a absolument pas d'opposition entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Mais je vous sens tous les deux très rassembleurs dans une. Je sens que tous les deux vous avez comment dire, vous avez envie finalement de réunir les points de vue. Mais je vais vous donner deux cas, docteur Delocq. Vous allez me dire, d'accord, je vous écoute. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Un qui est très célèbre, c'est le cas de Vincent Humbert, paralysé des 4 membres, aveugle, muet, il peut plus bouger qu'un seul pouce. Il n'a que 20 ans, autrement dit, il a encore 60 ans d'espérance de vie potentiellement. Donc il n'est pas en fin de vie. Donc il n'a pas accès à la sédation profonde qu'autorise la loi Claes-Leonetti. Et puis vous avez le cas de cette jeune youtubeuse française qui a fait parler d'elle ces derniers temps, qui s'appelle Olympe. Elle a 23 ans. Elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Elle dit en gros, on est plusieurs dans ma tête. Et elle souhaite en finir. Elle souhaite avoir accès à la fin de vie. Elle dit, je vais aller en Belgique pour ça. Est-ce que c'est fait pour ça, l'euthanasie, docteur Yves Delocq ? Non. Donc il y a eu beaucoup de discussions au sujet d'Olympe. Les cas, d'abord, je ne connais pas son dossier, je ne l'ai pas rencontré. Les cas psychiatriques, donc, sont très
très réglementée en Belgique, comme le reste d'ailleurs. J'obéis à la loi belge. Si elle veut envisager une euthanasie en Belgique, elle devra évidemment venir rencontrer 2, 3, 4 médecins, dont certainement 2 psychiatres. Et les psychiatres belges vont exiger qu'elle suive un traitement au long cours. Donc il faut presque être résident en Belgique pour pouvoir envisager une éventuelle euthanasie. Et la loi belge va exiger que 2 ou 3 psychiatres vont dire, après traitement, qui peut durer très longtemps, elle souffre d'une maladie grave et incurable. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra envisager l'ouverture d'un dossier pour Olympe. Docteur Lévy-Soussan, sur ces 2 cas, Vincent Imbert et la jeune Olympe. Oui, d'abord, bien sûr, il faut entendre avec énormément de prudence la médiatisation de situations de détresse qui sont présentées comme cela. Il faut pouvoir vraiment les analyser comme le secret de l'instruction, mais il faut pouvoir avoir des conditions, n'est-ce pas, pour pouvoir les examiner avec toute la prudence et la tranquillité et surtout le temps long requis. Alors, moi, je pense qu'il faut surtout envoyer un message de confiance. Les valeurs du soin, quelle que soit l'évolution du droit, vont primer. Et d'aucune façon, un malade qui souffre de dépression et même sur la place publique, qui demanderait une aide à mourir, trouverait une réponse auprès d'un médecin. Oui. Et si demain, la loi... vous avez assisté aux travaux de la Convention citoyenne, vous les avez vus, vous savez vers quelle direction il souhaiterait que nous allions. Il penche très clairement en faveur d'une évolution du droit à l'euthanasie en France. Demain, vous, médecin soins palliatifs, vous vous retrouvez comme ça, contrainte par la loi d'aller jusqu'à ce genre de geste si on vous le demande. Si une commission médicale considère que c'est la bonne solution pour tel ou tel patient, vous le faites ou pas? Alors, d'abord, un mot sur la Convention citoyenne, à titre de citoyenne, parce qu'on est médecin, mais on est aussi femme, homme, porteur d'une histoire, qui fait aussi le médecin que nous sommes, l'infirmier, parce que vous avez contribué au débat aussi, parce que je crois que vous étiez chercheur-observateur. En qualité de chercheur-observateur, justement, à examiner tout à fait la façon dont se croisent les dimensions subjectives, citoyennes et professionnelles dans les représentations de l'accompagnement de fin de vie. Et on mène une enquête dans notre hôpital sur ce sujet. D'abord, vraiment dire que c'est une manifestation démocratique formidable. Vous avez trouvé ça formidable. Tout le monde ne trouve pas, hein, je vous le dis. Oui, mais alors je le dis 200 comme citoyenne, à titre personnel. Mais c'est tout à fait respectable. Mais ça, voilà, je voulais dire aussi qu'il y a des gens qui considèrent qu'une assemblée de 200 personnes, c'est pas la France. Mais bon, c'est un autre débat. C'est pas la France, mais d'abord, ça a suscité beaucoup de débats en France. Moi, il m'est arrivé d'aller dans des communes. Et puis, même dans mon équipe, dans mon hôpital, ça nous a permis de mettre au travail, y compris la loi Claes-Leonetti, qui avait déjà suscité beaucoup de réserves de la part des médecins de soins palliatifs. Et on avait eu du mal à la mettre au travail. Il y avait quelque chose de silencieux, de tu. Et déjà, le mérite de remettre dans le débat public à nouveau cette question-là, c'est de voir que c'est une question qui nous concerne tous et tous les citoyens. Et vraiment, cette assemblée, cette convention citoyenne en est une manifestation tout à fait vivante. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que... pour dire, parce que vous avez dit, si je suis contraint, nul ne sera demain contraint. Il y aura toujours une clause de conscience pour les médecins. Non seulement une clause de conscience, mais il y aura toujours un accueil soignant, un accompagnement soignant et une réflexion, bien sûr, dans un temps long, sur le caractère recevable de ce qui est demandé. Et aujourd'hui, le Comité consultatif national d'éthique, qui fête ses 40 ans, travaille beaucoup aussi sur les demandes faites à la médecine, n'est-ce pas, les demandes individuelles et sociétales. Voilà, donc il ne s'agit pas de travailler sous la contrainte et en disant, il y a une demande, la loi m'y autorise ou m'y contraint, et donc je mets en œuvre cet acte. D'aucune façon. Docteur Delocte, le mot de la fin pour vous, parce qu'on arrive au terme de notre discussion. Je suis tout à fait d'accord quand elle dit qu'il faut une demande recevable. Pour avoir une demande recevable, il faut évidemment qu'il y ait une loi
qui fixe les conditions précises dans lesquelles on peut envisager une euthanasie. Est-ce que vous êtes La surpris? loi protège le médecin et le patient. Oui. Vous êtes surpris de voir la réticence où il y a eu cette pétition de 800 000, enfin d'associations représentants, prétendant représenter 800 000 médecins et soignants en se disant non, on le fera pas. Enfin, en tout cas, je leur conseille de demander l'avis des patients gravement malades, de venir voir ce que je fais en Belgique, et je pense qu'ils pourront évoluer dans leur pensée, mais je respecte tout à fait l'opposition. Nous avons la clause de conscience et personne n'est obligé de pratiquer une euthanasie. Mais moi, j'ai rempli un contrat moral avec le patient et s'il me le demande et qu'il est gravement malade, je vais jusqu'au bout et je sens une forme de liberté. Merci, docteur Delhomme. Merci beaucoup de m'avoir demandé de participer à votre émission. Oh, mais ce fut un plaisir. On vous réinvitera volontiers. On va sûrement reparler. Mes sentiments confraternels à Madame Lévy-Soussan. Voilà. Le message est passé. Merci, docteur Lévy-Soussan. Merci à tous les deux. Au revoir.